et surtout ne pas oublier, c'est d'évoquer effectivement le fait que l'UNIFAB organise avec un appui européen des campagnes estivales de sensibilisation dans les lieux touristiques français. L'année dernière, nous l'avons inauguré à Cannes, effectivement, chez Bernard Brochant, qui est président du CTAC, mais est aussi député maire de Cannes. Et nous distribuons un certain nombre d'objets qui permettent aux gens de s'informer sur le phénomène de la contrefaçon. Nous rencontrons le grand public et il y a une médiatisation quand même de cette opération. Un des axes de développement que nous essayons de poursuivre, c'est de renforcer la sensibilisation des plus jeunes, qui sont en fait les futurs consommateurs, mais qui consomment déjà parfois du virtuel. Alors, nous allons organiser des choses dans les écoles, et puis nous recevons, donc dans le musée de la contrefaçon que j'ai évoqué, pas mal de classes d'enfants qui viennent et qui, avec des résultats vraiment intéressants, repartent avec une conscience toute nouvelle de ces problèmes. Voilà, je voudrais terminer pour ne pas être trop long sur un regret ou je dirais un étonnement qui, à un moment ou à un autre, je pense, sera corrigé. C'est la présence assez faible, pour ne pas dire très très faible, des associations de consommateurs dans la problématique de la contrefaçon. Les associations de consommateurs sont là, en principe, pour défendre les intérêts des consommateurs par rapport aux produits, certes, et les produits sont parfois des produits qu'il faut suivre de près et faire en sorte qu'ils soient de bonne qualité, mais je dirais qu'il y a une certitude, c'est que les produits contrefaits sont en général de mauvaise qualité et dangereux. Et c'est vrai qu'il est assez surprenant de considérer que les associations de consommateurs n'ont pas pris ce problème en main, pas tout seul, mais il pourrait accompagner la démarche de sensibilisation du grand public. Donc, je voudrais signaler ça, car c'est pour moi, qui suis finalement assez nouveau dans mon rôle de président de l'Union des fabricants, une assez grande surprise et une déception par rapport à un combat où il faut être mobilisés tous ensemble. Merci beaucoup. Merci, bravo. Nous allons bientôt passer la parole à la deuxième partie, bien entendu. Je voudrais simplement, en conclusion, quand même insister sur le fait que, comme on l'a vu, c'est un mouvement. On est en mouvement. On n'est pas. Il faut s'adapter tous les jours, car nous avons, je dirais, contre nous des contrefacteurs intelligents, rapides, et qui font que il faut être aussi rapide qu'eux, donc aussi réactif. Et quand vous savez, on est dans le public privé, on sait très bien que c'est des choses qui sont extrêmement difficiles. Donc on a réussi, c'est vrai, à travers ces différents partenariats, d'avoir une réactivité assez rapide. Et je crois que ce soit les douanes, que ce soit la gendarmerie, et que ce soit aussi les lois que l'on applique avec des vraies sanctions qui, bien entendu, marquent nos contrefacteurs. Je crois que rien n'est jamais terminé. Et simplement une anecdote pour vous raconter la copie quand même. Nous avons donc reçu tous les fabricants et dans les différents domaines avec le professeur Spirinelli pendant 1 an. Et nous avons reçu, bien entendu, tous les fabricants de matériel de sport. Un d'entre eux, que je ne nommerai pas, mais qui est très bien organisé, nous expliquait, si vous voulez, qu'il avait en effet, pour les Jeux Olympiques de Shanghai, réussi à avoir, si vous voulez, l'opportunité d'être un de ceux des leaders dans la fabrication de ces survêtements ou chaussures ou tout ce qu'il pouvait y avoir. Et bien entendu, il ne se doutait pas que ceci allait être copié. Il savait très bien qu'ils allaient l'être, mais qu'ils allaient l'être au moins, je dirais, au moment des Jeux Olympiques et même après. Eh bien, une chose tout à fait extraordinaire, les contrefacteurs ont commencé à vendre ces produits avant le fabricant, et en particulier à Shanghai, ce qui a vraiment complètement troublé, et ailleurs que Shanghai, et c'était une contrefaçon immédiate. Donc, ce sont des éléments que l'on peut difficilement maîtriser et reculer. Donc, là aussi, ce sont des éléments dans lesquels il faut qu'on arrive à trouver des réactions rapides, mais les copies, on le sait très bien,
Moi, quand je dis, j'étais un petit chef de produit chez Procter & Gamble et que je lançais Monsieur Propre, ben, je savais très bien qu'il fallait 2 ans, 3 ans avant de copier la formule. Là, on la copie avant même que vous l'ayez lancé, quoi. Donc, c'est un élément quand même très, très, très important pour nous et la réactivité est très importante. Alors, la deuxième chose que l'on espère beaucoup, c'est en effet pouvoir améliorer, si vous voulez aussi, les contrôles et les sanctions à travers des systèmes bancaires, à travers le fret, et là aussi c'est important. Et comme l'a très bien dit Christian, nous avons été surpris nous-mêmes quand nous avons voulu auditionner les consommateurs, et quelle que soit, si vous voulez, leur organisation, ceux-ci n'avaient pas l'air d'être intéressés, du moins. Or, il faut quand même revenir à l'essentiel. Si on lutte contre la contrefaçon, c'est pour le consommateur. Et donc, que ce soit dans son information, que ce soit dans sa protection, en particulier pour tout ce qui concerne les problèmes des médicaments ou les produits dangereux, il est tout à fait important que nous puissions avoir là aussi un contrat, une convention, des accords avec les consommateurs et en particulier les responsables des diverses associations de consommateurs. Donc nous allons nous y atteler en 2011, c'est vraiment un des projets et j'espère bien que les consommateurs n'auront pas plus peur de nous. On n'est pas là pour leur faire peur, on est là pour, au contraire, aider les consommateurs et les protéger contre ce fléau qu'est la contrefaçon. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous en remercie. Voilà. Alors, nous allons passer la parole maintenant. Comme c'est un modèle original, bien entendu, nous avons trouvé de nombreux amis dans d'autres pays, en particulier au Maroc, mais aussi dans tout le bassin méditerranéen, pour justement leur apporter notre connaissance. Et si vous voulez, nous allons avoir maintenant cette stratégie internationale. Et donc, je vais vous laisser vous passer la parole. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Brochant. Et avant de commencer, j'aimerais simplement dire quelques mots sur la coopération internationale. Mais avant tout, l'homme de terrain que je suis, plus que de réflexion, est très sensible, je dirais, à l'honneur que vous lui faites en le recevant dans ce lieu ô combien prestigieux et puis devant une assemblée de cette qualité. J'aimerais vous parler un tout petit peu, très brièvement, de la coopération internationale telle que nous la voyons, nous, dans le secteur privé. Pour moi, la coopération internationale, c'est comme un puzzle, ce qui mérite une explication. Je dirais, face à un puzzle très difficile, au moins mes enfants commencent par faire ça, ils commencent à rassembler, à réaliser les fragments les plus faciles. Et puis finalement, à la fin, tout se rassemble. Eh bien, la coopération internationale, c'est un peu la même chose. Face à des législations compliquées, face à des pays diversifiés, la coopération internationale permet, je dirais, de rassembler, de réaliser une unité des pensées, d'éviter des situations d'obstacles et de blocage. Alors, on a des experts effectivement ici présents. Je commencerai par Monsieur El Maliki, qui est le directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. On a Monsieur Jean-Luc Barbier, qui est le directeur général du Comité interprofessionnel du vin de Champagne. Et puis on a Mademoiselle Anne-Lise Sautré, qui est la responsable de la coordination régionale de l'Observatoire des trafics illicites, créé par le ministère des Affaires étrangères et européen-français dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire. C'est ça ? Alors, je vais commencer par on a 3 questions finalement qu'on souhaite partager avec vous. Premièrement, quel est le domaine de la coopération internationale engagé par la France ? Ensuite, nous discuterons de la portée concrète de la coopération internationale. Et enfin, nous terminerons par une question un peu juridique, désolé, mais c'était au moins la question que le doyen Carbonnier posait à l'époque, c'est-à-dire est-ce que la coopération internationale est créatrice du droit ? Autrement dit, les accords de coopération, les déclarations sont-elles créatrices du droit? Permettent-elles des évolutions législatives? Alors, je commence avec la première question. Quel est le domaine précis de la coopération internationale engagée par la France? Alors, Monsieur Maliki, je m'adresse à vous en premier, vous êtes proche de moi, donc c'est pour ça, parce que les contrefaçons ne connaissent aucune frontière, ni je dirais, morale, ni criminelle, ni géographique. On sait que la coopération française couvre de très nombreux pays.
sur ce sujet précis, pourriez-vous nous donner des explications un peu sur le domaine de la déclaration de Cannes et puis de la réunion de Tanger qui s'en est suivie? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais peut-être un peu m'expliquer parce qu'on parle de la coopération française et moi-même qui suis marocain, va peut-être être le premier à prendre la parole. Mais pour revenir à votre exemple de puzzle, je crois qu'un puzzle, on l'assemble plus vite quand on est plusieurs à l'assembler. Donc c'est peut-être dans ce cadre-là qu'effectivement l'esprit de la déclaration de Cannes, et là c'est pour un peu matérialiser cette volonté commune de la part de pays méditerranéens, aussi bien de la rive nord que c'est de la rive sud. On l'a entendu ce matin, la contrefaçon n'est pas un problème nord-sud et la déclaration de Cannes vient renforcer cela. Donc comment nous pouvons ensemble lutter activement contre la contrefaçon en prenant des mesures ensemble et en tenant compte de nos différentes législations et de nos différents niveaux de développement. Donc suite à cette déclaration de Cannes, nous avons tenu une autre réunion qu'on a organisée à Tanger. Et donc, nous avons eu plus de pays. On a démarré à 7 pays. Ensuite, nous étions 10 pays, avec 2 pays de la rive sud. Bon, on espère qu'on aura, dans les prochains mois, d'autres pays qui viendront. Donc, nous avons la France, bien évidemment, qui a lancé l'initiative, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Bulgarie, la Grèce et la Slovénie. Et du côté sud, nous avons le Maroc et l'Égypte. Donc, quel est, si vous voulez, l'objectif de cette déclaration de Cannes et la résolution de Tanger qui s'en est suivie? D'abord, c'est la coordination. On l'a vu tout au long de cette journée. Il faut qu'on ait de la coopération entre les organismes publics chargés de la lutte contre la contrefaçon, de la coopération entre le privé et le public dans un même pays, mais également de la coopération entre les différentes institutions publiques des pays concernés, mais également une coopération entre le public et le privé des différents pays. Donc, l'exemple du puzzle, je le trouve très bien. On n'a pas préparé ça, hein, mais c'est vrai, sincèrement, c'est exactement cela. Donc, c'est vraiment une coopération dans tous les sens. Et qui dit coopération dit non seulement action légale, mais également échange de bonnes pratiques, échange d'expériences et organisation ensemble d'actions de promotion. La question de la promotion de la propriété industrielle auprès des consommateurs est également une question essentielle. Très bien, merci beaucoup. Mademoiselle Sautré, si toutes les formes de contrefaçon sont néfastes, il y a des formes de contrefaçon complètement inacceptables, cyniques, pernicieuses, voire inhumaines, notamment la contrefaçon de médicaments, de pièces automobiles, etc. Pourquoi? Parce que le consommateur est mis dans une situation de danger. Alors, pourriez-vous nous décrire brièvement, parce que l'Observatoire est engagé dans de nombreuses activités, mais au moins, je dirais, les domaines prioritaires de l'Observatoire? Alors effectivement, il s'agit d'une forme particulièrement dangereuse des contrefaçons, puisque la population et les populations ne connaissent pas les risques encourus lorsqu'ils achètent des faux médicaments, des faux cosmétiques ou des pièces détachées de voitures, par exemple, contrefaites. C'est pour cela que le ministère français des Affaires étrangères et européennes a choisi l'appui à la lutte contre les produits contrefaisants présentant un risque sur la santé ou la sécurité comme axe central de son projet de coopération avec les pays du Mékong, à savoir le Laos, le Vietnam et le Cambodge. Alors l'Observatoire n'est qu'une composante de ce projet régional développé et géré par le ministère. L'accent, donc comme je le disais, n'a pas été mis sur les droits de la propriété intellectuelle, les violations des droits de la propriété intellectuelle, mais sur l'aspect de la santé publique. L'objectif donc du projet FSP Mékong, c'est de construire un cadre d'action anti-contrefaçon solide, normalisé et cohérent. Donc il s'appuie sur l'addition de compétences avérées au sein des 3 pays et à terme, il s'agit donc de converger vers une collaboration opérationnelle régionale. Au sein de ce projet FSP, nous avons 3 domaines d'action prioritaires. Tout d'abord, l'évaluation des besoins des différents services en coopération directe avec les autorités nationales. L'objectif n'est pas de faire tout seul cet état des lieux. Donc par un appui des services ministériels et centraux pour qu'ils assurent mieux leur rôle de pilotage et de suivi dans la lutte anti-contrefaçon. Également un état des lieux exhaustif afin de proposer des recommandations pour le renforcement de la lutte anti-contrefaçon. Le deuxième domaine d'action prioritaire au sein de ce FSP, c'est l'amélioration de la collaboration interministérielle, donc toujours
au niveau national. Et cela passe notamment par la formation d'agents des différents services concernés, que ce soit au niveau de la répression, de la prévention ou de la sensibilisation. Le troisième domaine d'action prioritaire, c'est favoriser à terme, comme je le disais au début, donc une collaboration régionale qui est un gage d'efficience dans la lutte contre les contrefaçons. Donc ça passe par des séminaires et c'est également l'objectif donc de l'Observatoire. Donc l'Observatoire qui est vraiment une composante. L'Observatoire des trafics répond en fait à un besoin de données fiables, d'analyse stratégique également, via une approche interdisciplinaire et transversale surtout. Donc concrètement, on associe des connaissances académiques, des expériences d'acteurs de terrain, qu'ils soient du domaine de la justice, des agences d'application des lois, des ONG, des organisations internationales, des fondations également. L'objectif, c'est de capitaliser du savoir à l'échelle régionale pour pouvoir agir avec plus d'efficacité, de façon plus adaptée à l'échelle locale. Donc c'est une structure de recherche et de veille stratégique, on va dire classique, avec pour objectif de mieux comprendre les mécanismes, de mieux suivre les évolutions des trafics et de sensibiliser la population. Donc là encore, 3 domaines d'action prioritaires. Le soutien à la recherche, donc c'est aide à la recherche de terrain, aide à de la publication également d'ouvrages, également participer ou faire participer des experts à des colloques ou à des congrès pour partager les informations. C'est également effectuer une veille stratégique sur le suivi des contrefaçons, donc quel type de produit et quel impact sur la société. Et enfin, on parlait de sensibilisation tout à l'heure, donc c'est un des axes principaux de l'Observatoire, c'est développer la communication et la sensibilisation sur les risques pour la population des contrefaçons. Donc ça passe par des spots télévisés, des films documentaires, mais également une compétition interuniversité pour réaliser des bandes dessinées et également des expositions de peinture. Donc c'est assez large. L'objectif, c'est vraiment coopération entre tous les acteurs pour la lutte contre les produits à risque sur la santé. Très bien, merci beaucoup. En même temps, c'est une coopération très spécialisée, on l'a compris, sur des produits à risque sécuritaire, sanitaire. Très bien. Alors, monsieur Barbier, comme vous êtes du comité interprofessionnel du vin du Champagne, vous êtes un peu semi-gouvernemental, donc un peu privé, un peu public, si je peux me permettre. Alors, je vous demande maintenant, au niveau de la coopération internationale engagée par la France, est-ce que vous pensez que c'est une coopération qui se limite essentiellement à une coopération avec des partenaires publics ou, au contraire, englobe-t-elle aussi une coopération avec des partenaires, des acteurs privés? Y avez-vous des exemples à nous donner? Bien sûr, oui, cette coopération est très large et très ouverte. Prenons quelques exemples. Vous le savez, Champagne constitue une appellation d'origine contrôlée, une indication géographique qui désigne des vins mousseux élaborés dans une région en France qui est la Champagne, qui sont soumis à des règles d'élaboration particulièrement nombreuses et rigoureuses. L'objectif du comité interprofessionnel du vin de Champagne, qui est un organisme un peu à mi-chemin entre le public et le privé. Ce n'est pas une administration, ce n'est pas non plus un syndicat ou une association. On mixte un peu les deux droits, le droit public, le droit privé. Donc l'une des missions de ce CIVC, comité interprofessionnel du vin de Champagne, c'est de faire en sorte que ce nom Champagne, cette indication géographique, soit reconnue et protégée dans tous les pays du monde. Cet objectif est partagé par la France, l'Union européenne, et également en France par l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Je dirais que tous les instruments de droit sont utiles et nécessaires pour aboutir à cet objectif de protection et de reconnaissance. Pour ce qui le concerne, le CIVC, lui, bien sûr, agit auprès du gouvernement français, auprès de l'Union européenne, pour aller dans ce sens, mais ne se contente pas de ces démarches au niveau des États ou des institutions nationales et internationales. Le CIVC va directement sur le terrain établir des partenariats, des associations avec des groupements de producteurs de vins mousseux ou des entreprises productrices de vins mousseux individuellement pour faire évoluer les choses. Et finalement, il y a deux niveaux. D'un côté, le gouvernement français et l'Union européenne agit auprès du gouvernement
et de l'état du pays dans lequel l'appellation Champagne n'est pas protégée. Il y a un vide juridique, ou tout au moins il y a un droit qui ne nous est pas favorable, qui consacre la généricité du nom Champagne. Donc d'un côté des démarches et des négociations entre États, entre le pays concerné et l'Union européenne, et sur le terrain, le CIVC, lui, va agir de manière plus concrète et plus directe pour, par exemple, essayer de convaincre, ça marche, un producteur de vin mousseux qui a le droit d'utiliser le nom Champagne parce que la réglementation de son pays le permet. C'est le cas, par exemple, des États-Unis d'Amérique. La réglementation américaine prévoit l'utilisation du nom Champagne pour désigner les vins mousseux américains. Eh bien, nous allons rencontrer sur place, et nous invitons en Champagne, chacun de ces producteurs de vins mousseux pour discuter, établir des relations, trouver des coopérations, des partenariats pour faire bouger les choses. Et nous avons obtenu progressivement l'abandon spontané, volontaire, d'un certain nombre de producteurs de vins mousseux, alors même que la réglementation de leur pays le permet. Et aux États-Unis, si on reste sur le cas des États-Unis, nous avons établi un partenariat exemplaire avec l'Association des producteurs de vin de la Napa Valley. Aucun producteur de vin dans la Napa Valley n'utilise le nom Champagne pour désigner ses vins mousseux. Et cette association, cette région, la Napa Valley, nous aide dans les démarches qui sont entreprises auprès du gouvernement américain, du Congrès américain, pour faire évoluer la réglementation américaine. De notre côté, nous apportons dans un certain nombre de domaines notre savoir-faire et notre soutien à ces producteurs, notamment nous les avons aidés à obtenir la reconnaissance et la protection de la dénomination Napa Valley dans l'Union européenne par un enregistrement dans le cadre de la réglementation européenne. Merci beaucoup. Je dirais que cet hommage qu'on a rendu au domaine de la lutte contre la contrefaçon dans le cadre de la coopération internationale, je pense qu'il faut un peu le mettre à l'épreuve et s'intéresser à la portée concrète de la coopération internationale. Alors j'ai des questions courtes qui demandent des réponses courtes. Mademoiselle Sautré, on parlait donc de la lutte contre la contrefaçon et le rôle de l'Observatoire. Petite question, pensez-vous que l'Observatoire permet de créer des passerelles entre les services nationaux de police, de douane, même du FDA par exemple local, et les acteurs privés? Et si oui, comment cela se passe concrètement? Et peut-être qu'il y a des titulaires de droit ici qui pourraient être intéressés par contacter l'Observatoire. Alors pourriez-vous élaborer, s'il vous plaît? Oui, alors l'Observatoire justement permet de créer et d'entretenir ces passerelles. Que ce soit par l'organisation de séminaires régionaux ou par l'invitation de chercheurs, d'académiques lors de missions de terrain, police, douane, pour établir donc des états des lieux. Au niveau de la veille, en fait, on est en train de créer en ce moment au Cambodge une base de données sécurisée commune entre acteurs de police, douane et secteur privé. Donc là, on est exactement dans cette idée de passerelle. L'objectif de l'Observatoire, c'est vraiment une mise en réseau des acteurs pour agir alors en aval, après les actions pour effectuer un suivi, une analyse, mais également en amont, avant les actions, pour proposer des outils d'anticipation et d'adaptation des actions. Mais plus concrètement, c'est tout le FSP, tout notre projet qui permet ces passerelles, puisque l'objectif, c'est vraiment une coopération entre les différents services pour utiliser les expertises de chacun. Donc, par exemple, au niveau des douanes, ça va plutôt être l'expertise de contrôle des marchandises. Au niveau des policiers, ce sera plutôt la capacité de remonter les filières, de mener des enquêtes. Et la coopération avec le secteur privé permet d'avoir les procédures d'identification, notamment des contrefaçons. Et donc, sur le terrain pour le moment au Cambodge, mon collègue, donc, qui est assistant technique au sein du projet, le capitaine Sylvain Coué, est en train de créer physiquement un office central de lutte contre les contrefaçons à risque sur la santé. Et au sein de cet office central est créée une équipe spéciale de policiers et de douaniers pour mettre en œuvre des actions de lutte contre les contrefaçons, en coopération évidemment avec le secteur public, le secteur privé, pardon. Donc le succès de ce travail en passerelle est vu par la multiplication des saisies, également par une appropriation du projet par les Cambodgiens
Et notamment, le 21 janvier dernier, on a eu une grosse action en coopération donc avec les trois acteurs, donc démantèlement par la police cambodgienne avec le comité de coordination donc du projet, de vin de Bordeaux, de whisky qui avait été donc c'était du refilling, du délit de remplissage. Exactement. Donc on voit vraiment cette coopération qui se met en place pour le moment au niveau du Cambodge avec des passerelles, police, douane, secteur privé qui sont en train de se mettre en place. Alors, sur les délits de remplissage, Monsieur Barbier, le Champagne est malheureusement confronté à ce phénomène. On utilise remplissage ou transversement, ça dépend, je ne sais pas lequel est le plus prosaïque, mais quelle est un peu votre position et en quoi la coopération internationale engagée par la France peut vous être utile? Alors, les contrefaçons du Champagne sont multiples. Le remplissage existe, hein, je dirais que c'est un peu de l'artisanat, du petit commerce. Mais prenons un exemple tout simple qui est un peu plus fréquent. Hein. Vous quittez le Congrès ce soir, vous allez dans le centre de Paris, vous rentrez dans un bar, vous demandez une flûte de champagne, on vous amène un verre rempli sans vous montrer la bouteille. Et puis c'est un vin mousseux qui n'est pas du champagne. Hein. Voilà. Bon. Une contrefaçon plus industrialisée, plus organisée, que l'on peut citer, c'est il y a 2 ans, les douaniers français en coopération, français, italiens, et allemands et britanniques, ont déjoué un trafic de faux champagne. Il s'agissait de vins mousseux qui partaient d'Italie, qui traversaient la France et qui étaient vendus pour du champagne dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. C'est grâce à la perspicacité d'un douanier français que le trafic a été déjoué, parce que ce douanier, qui était une jeune femme d'ailleurs, a détecté une faute d'orthographe sur l'étiquette. Tout le reste était parfait. Il n'y avait rien à dire, c'était une imitation extraordinaire. Il y avait une faute d'orthographe sur l'étiquette. Et cette douanière s'est dit, les champenois ne font pas de faute d'orthographe. Donc elle a eu un doute, elle nous a téléphoné, on a prélevé un certain nombre de bouteilles, on a fait des analyses dans les laboratoires du CIVC, et on a mis en évidence qu'il ne s'agissait pas de champagne. Ce sont des analyses assez complexes. Ça serait évidemment plus simple si on pouvait détecter les faux champagnes lorsqu'on constate que les bulles sont carrées et ne sont pas rondes. Hein. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Il y a 2 types de contrefaçons qui sont un peu spécifiques au champagne et qui nécessitent une coopération toute particulière. La première, je l'évoquais tout à l'heure, c'est ce que l'on appelle, c'est un peu contradictoire, des contrefaçons légales. Contrefaçon légale, eh bien c'est un vin mousseux qui s'appelle Champagne aux États-Unis. C'est pas une contrefaçon, c'est légal. Ce vin mousseux arrive dans un autre pays où l'appellation Champagne est protégée, et heureusement, elle est protégée dans un nombre très important et croissant de pays. Et ben là, c'est une contrefaçon. Et récemment, les douanes belges ont saisi dans le port d'Anvers des bouteilles de champagne américain. Alors, champagne américain, ok, aux États-Unis, en Belgique, en France, au Canada, au Mexique, en Chine, en Inde, ça n'est pas possible. Ce sont des contrefaçons. Et puis, une autre pratique, alors, on ne pense pas qu'on puisse parler de contrefaçon, ce sont des usurpations ou des détournements du nom champagne. Prenons 3 exemples concrets. C'est le gouvernement français, qui à l'époque s'occupait de tabac, il y a quelques années quand même, qui lance une cigarette qui s'appelle Champagne. C'est Yves Saint Laurent qui lance un parfum qui s'appelle Champagne, quelques années aussi. C'est l'année dernière Unilever qui lance dans un certain nombre de pays du monde un shampoing Akimous qui s'appelle Champagne. Ce ne sont pas vraiment des contrefaçons. Il n'empêche que ces utilisations abusives du nom Champagne détournent le caractère attractif du nom Champagne, banalisent le nom Champagne et finalement s'approprient une notoriété sans droit qui va nuire beaucoup aux titulaires du droit de l'appellation Champagne. Ce que l'on peut regretter dans toutes ces affaires, c'est la difficulté de la coopération internationale entre les différentes administrations. Il faut être là pour mettre un peu d'huile dans les rouages, relancer, harmoniser, coordonner.
Et puis, on peut regretter aussi la lenteur des procédures et quelquefois aussi, malheureusement, des sanctions qui sont un peu légères, qui ne sont pas très dissuasives et pas très exemplaires. Très bien. Les attachés INPI, 2 minutes, bon, ils jouent un rôle fantastique. Enfin, moi, je les utilise, donc je peux dire ô combien ils sont utiles. Vous avez un exemple au Brésil, si je ne me trompe pas, à partager avec nous? Oui, alors nous utilisons le réseau des attachés, des experts INPI, qui sont malheureusement pas assez nombreux. On souhaiterait qu'il y ait d'autres pays qui bénéficient de cette présence des experts INPI. Oui, prenons un exemple, vous l'évoquiez, le Brésil. Eh bien, le Brésil, c'est un pays où la réglementation nationale, pour l'instant, prévoit que le nom champagne peut être utilisé pour désigner les vins mousseux brésiliens. Donc nous souhaitons faire évoluer les choses et nous bénéficions sur place de l'expert INPI, qui est une jeune femme qui fait un travail remarquable au quotidien, de discussion, d'approche auprès de l'INPI brésilien en vue d'initier, en dépit de cette réglementation nationale, une demande d'enregistrement et de protection de l'appellation champagne. Alors, c'est assez compliqué, il faut beaucoup de diplomatie, beaucoup de persévérance, mais nos amis brésiliens font preuve de beaucoup de bon sens et d'intelligence, et je ne doute pas que grâce à cet expert INPI sur place, nous réussissions au cours des prochaines années. Très bien. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Monsieur Maliki. On parlait donc de la déclaration de Cannes, de la réunion de Tanger. Quelles sont les premières mesures, quels sont les premiers résultats pour donner un peu l'appétit à cette Assemblée? Mais si vous voulez, je vais vous donner des résultats selon trois types de résultats. Donc, premièrement, un résultat d'ordre institutionnel, si vous le voulez, c'est... donc il y a effectivement le Comité national anti-contrefaçon français, dont on a vu M. Brochon tout à l'heure, le président, et d'autres modèles qui sont dans un certain nombre de pays européens, ou même dans la rive sud, comme chez nous. Mais nous avons eu, par exemple, la création depuis d'un comité anti-contrefaçon en Tunisie. Donc, voilà une première réalisation suite à ce dialogue, suite à cette démystification. Donc nous avons eu cette création d'un comité anti-contrefaçon, et donc un peu le travail qui se fait ici, etc., se fait également dans ce pays. Deuxième type de réalisation, c'est ce qu'on disait un peu, c'est partager les expériences, partager les bonnes pratiques. Donc nous avons organisé au Maroc une réunion entre les pays Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie et Égypte, donc dernièrement sur les bonnes pratiques en matière douanière. Et donc les douaniers ont fait comment se fait l'analyse de risque, etc., la saisie, les procédures, etc. D'autres actions ont été également effectuées dans d'autres pays méditerranéens. Troisième type de réalisation, pour moi c'est la plus importante, c'est la collaboration entre le secteur privé. Donc nous avons l'association des fabricants de pièces de rechange de voitures, donc du secteur automobile, qui se sont mis ensemble, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, etc., pour pouvoir mieux utiliser les procédures au niveau des douanes, parce qu'ils ne connaissaient pas ça, parce qu'il y a un énorme problème de contrefaçon, on en a parlé ce matin également, et donc ils se sont mis ensemble, ils sont venus nous voir, on les a organisé des séances de travail avec les douanes marocaines, puis également avec nos homologues des autres pays, avec les douanes, etc., pour qu'ils puissent travailler conjointement, et qu'ils puissent conjointement résoudre leurs problèmes en tant que secteur privé. Donc voilà un peu, si vous voulez, le type d'échange qu'on souhaiterait voir se multiplier effectivement. La coopération a un rôle à jouer, elle peut jouer encore plus. Nous attendons avec impatience la troisième réunion des comités euroméditerranéens qui est prévue à Athènes, je pense, en fin de cette année. Très bien. Étiez-vous, le Maroc était-il demandeur de ce type de coopération, sachant quand même qu'il est confronté à d'importants problèmes de contrefaçon? Était-il vraiment demandeur? Je vous remercie pour cette question, car elle me donne l'occasion de lever peut-être un certain nombre d'amalgames. Je pense que dans cette salle, il y a énormément de gens qui vont passer leurs vacances au mois de juillet ou d'août au Maroc, et donc qui se promènent dans les médinas. Je voudrais rappeler ce qu'a dit M. Brochon, maire de Cannes, que dans toutes les, si vous voulez, là où on se promène en vacances partout, on trouve partout de la contrefaçon.
souvent cette contrefaçon est importée au Maroc. Je tiens à le souligner. Les douanes marocaines ont saisi plus de 3 millions d'articles contrefaits l'année dernière. Donc ça vous donne un peu le chiffre. Nous avons eu également à saisir des babouches contrefaites. Et donc ça a fait réfléchir par rapport au développement de notre artisanat, etc. Voilà, exactement. Donc voilà, donc nous effectivement, nous pensons que dorénavant, et nous menons si vous voulez, ce combat de front. Nous souhaitons à ce que, effectivement, je tiens à le rappeler, ce n'est pas un problème nord-sud, la contrefaçon est souvent peut-être fait plus de dommages aux pays où le pouvoir d'achat est faible et donc les gens sont plus amenés à aller acheter un produit à bas prix. Donc nous menons ce combat de front. Très bien, merci. Très rapidement, parce que j'ai plus que 10 minutes, Mademoiselle Sotri, au niveau de la région du Sous-Mékong, c'est la même chose? Est-ce que les pays étaient demandeurs? Bon, le Cambodge, on connaît plein de contrefaçons, le Vietnam, la Thaïlande, étaient-ils demandeurs ou vous les avez forcés? C'est un partenariat français qu'on vous impose? Non, merci également pour la question. Le projet FSP, la coopération internationale engagée par la France dans les pays du Mékong, répond à un besoin qui a été exprimé. Et justement, je vais utiliser d'abord la parole pour souligner qu'on ne fait pas de coopération de substitution. On fait vraiment des coopérations de partenariat et d'accompagnement. On ne se substitue pas à l'État. On travaille avec eux, avec l'État demandeur. Donc le besoin était simple en fait. Les gouvernements ont vu que les trafiquants, notamment de drogue, on en a parlé tout à l'heure, développaient leur activité de plus en plus sur les contrefaçons, notamment les contrefaçons à risque sur la santé et tout particulièrement les faux médicaments. Donc ils ont pris conscience de l'impact néfaste en termes de santé publique pour les populations. Et donc l'objectif était, un souhait était formalisé donc de coopération bilatérale en matière de prévention, de sensibilisation et de répression. Donc rapidement donc les intérêts c'était de bénéficier d'une expertise extérieure avérée dans le domaine de la lutte contre les contrefaçons et de retour d'expérience. Et donc juste pour terminer, donc la coopération a été signée en effet avec le Cambodge en juin dernier. Les négociations sont toujours en cours avec le Vietnam, mais on espère qu'elles aboutissent très vite à une signature d'une convention pour pouvoir mettre en place la 3e phase de coopération régionale. Ok, très bien, merci beaucoup. Finalement, le temps passe très vite. On va discuter du dernier thème qui est un peu juridique, désolé, mais la question est de savoir est-ce que la coopération internationale telle que développée par la France peut-elle créer du droit ou pas? Contribue-t-elle à créer ce droit dur qu'on appelle, que sont les traités, les réglementations nationales et autres, sachant que tous ces accords, toutes ces déclarations n'ont pas de force contraignante. Donc, lorsque nous sommes confrontés à des questions de nos clients qui nous disent la déclaration de Cannes, très bien, mais si un pays décide de ne pas l'appliquer, qui est membre de la déclaration de Cannes, quelles sont les sanctions qu'on peut mettre en œuvre? Monsieur Maliki voulait parler un peu de ce droit qu'on appelle parfois le droit mou, le droit vague, le droit fluctuant. D'accord. Bon, là, je vous remercie pas de me poser cette question. Bon. On peut pas toujours gagner. Hein. Bon, effectivement, je pense que ce n'est pas uniquement une question de droit. Il ne faut pas faire de langue de bois. C'est très important, le droit. Et donc, je pense que nous avons de plus en plus des standards internationaux. Donc, on connaît tous le traité des ADPIC qui, quand même, offre un certain nombre de garanties. Il y a l'initiative, je pense que demain, il y aura une discussion dessus sur l'Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Je tiens à signaler que le Maroc également a souhaité faire part de ces pays un peu pionniers en la matière. Et de plus en plus de pays, il ne faut pas se cacher, se rendre compte qu'il faut lutter activement contre la contrefaçon et ils sont en train, de manière unilatérale, à prendre les mesures qu'il faut pour élever leur niveau juridique. Mais comme on dit en anglais, one size doesn't fit all. Donc là, il faut le reconnaître. Donc il n'existe pas un modèle pour tout le monde. Mais il faut s'inspirer des modèles qui donnent des résultats et chaque pays pourra adapter son modèle à ce qui peut lui permettre d'atteindre des résultats. Et c'est dans cet esprit que la déclaration de Cannes est là. C'est dans cet esprit également que je crois ce forum est également là. C'est pour échanger des expériences de façon à chacun doit tirer les meilleurs enseignements des expériences des autres. Très bien, merci beaucoup. Rapidement, Monsieur Barbier, une petite question. Pensez-vous que ces instruments donc, du droit mou, du soft law, accroissent la marge de manœuvre d'action gouvernementale au niveau international?
Oui, je pense que dans bien des cas, c'est un préalable qui ouvre la voie au droit. Un exemple encore concret, la Russie. Encore un autre pays où l'appellation Champagne n'est pas protégée. Le gouvernement français et l'Union européenne s'épuisent depuis des années à demander à la Russie de reconnaître et de protéger l'appellation Champagne. Pas de résultat. Le CIVC va sur place, rencontre les producteurs, leur propose de créer une association, un syndicat de producteurs qui n'existait pas. On leur apporte une coopération dans le domaine technique, moyennant quoi, aujourd'hui, ce sont les producteurs réunis dans cette association qui vont demander au gouvernement russe de reconnaître et de protéger l'appellation Champagne. Donc on va aboutir à une création de droits par ces pratiques préalables, alors que si les États avaient continué à négocier directement, on aurait abouti à pas grand-chose. J'ai plus qu'une minute, mais on a fait le tour des questions, je pense. En conclusion, et on a réalisé ça un peu ensemble, comment peut-on définir la coopération internationale engagée par la France? On peut dire que l'objectif de cette coopération est de favoriser une application plus collaborative du respect des droits de propriété industrielle dans des zones stratégiques pour des entreprises, mais aussi pour des organismes comme le CIVC, dans semi-gouvernementaux, en vue de contribuer au développement économique local. Et je pense que, Anne-Lise, vous avez insisté sur ça, que finalement la lutte contre les contrefaçons de produits portant des risques sanitaires ou sécuritaires profite aussi aux populations locales. C'est pas simplement pour le touriste de base qui visite le Cambodge ou le Vietnam. Exactement, c'est pas uniquement les pays producteurs de champagne ou de marques de luxe contre des pays producteurs, on va dire, de contrefaçon. C'est avant tout des populations qui vont acheter et souffrir de produits à risque sur leur santé et qui vont pas forcément mourir directement, mais qui peuvent avoir des risques sur leur santé directement. Et également au niveau économique. Okay. Le dernier mot revient toujours à une femme, donc je pense qu'on peut l'applaudir, applaudir tout notre panel, et voilà. Merci.